Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion de continuité uniforme. Donc c'est une partie de la notion continuité d'une fonction. Ok, donc normalement, cette fois-ci, on ne va pas nous intéresser uniquement à un point, mais on va nous intéresser à un intervalle. Ok, donc la continuité uniforme se fait par exemple sur un intervalle J. Ok, voici quelques définitions. Continuité uniforme. Soit f une fonction définie sur un intervalle J de R. F est uniformément continu sur J, si et seulement si, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe au moins n de epsilon supérieur à 0, quel que soit x1, xo appartient à J, valeur absolue de x1 moins x0 est inférieure à n de epsilon. Cela implique que valeur absolue de f de x1 moins f de x0 inférieure à epsilon. Donc, à partir de cette relation-là, nous avons toutes les informations qui nous permettront de déduire qu'une fonction est uniformément continue sur un intervalle J. Ok, donc, il y a d'autres théorèmes qu'on doit mémoriser. Si f est uniformément continu sur J, f est continu sur J. Donc, si vous avez la fonction f, ok, et que vous remarquez que cette fonction est uniformément continue sur un intervalle J, par exemple, eh bien, on peut déduire que f est continue sur cet intervalle. Ok, mais suivant l'auteur, la réciproque n'est pas toujours vraie. En mathématiques, quelque chose qui n'est pas toujours vrai est fausse. Ok, donc la réciproque n'est pas toujours vraie. Cela veut dire une fonction qui est continue sur J n'est pas nécessairement uniformément continue sur J. Mais si la fonction est uniformément continue sur J, elle est aussi continue sur J. Ok, donc la réciproque, donc d'abord ici on a une implication logique, c'est si f est uniformément continue sur J, alors f est continue sur J. La réciproque, c'est si f est continue sur J, alors f est uniformément continue sur J, donc c'est cette réciproque-là qui n'est pas vraie. Ok, donc il faut prendre cette définition-là telle qu'elle est. La réciproque n'est pas toujours vraie. Si f est uniformément continue sur J, si f est uniformément continue sur J, f est continue sur J. La réciproque est fausse. La deuxième qu'on doit apprendre, c'est si quel que soit x1, xo appartient à J, cela entraîne que valeur absolue de f de x1 moins f de x0 inférieur ou égal à k fois valeur absolue de x1 moins x0, avec k supérieur strictement à 0, alors on a n de epsilon supérieur à 0 défini par n de epsilon est égal à epsilon sur k. Si de plus on trouve l'implication suivante, valeur absolue de x1 moins x0 inférieure à n de epsilon, cela implique que valeur absolue de f de x1 moins f de x0 inférieure à epsilon, eh bien on peut en conclure que f est uniformément continu sur J. Donc parfois, dans certains exercices, pour prouver qu'une fonction est continue sur un intervalle J, on peut d'abord prouver que cette fonction-là est uniformément continue sur cet intervalle et ensuite déduire que cette fonction-là est continue sur ce même intervalle. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer avec un exercice d'application. Ok, donc on désigne par J l'intervalle fermé. J c'est x tel que x appartient à R, moins 3 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3. Et l'on envisage l'application f de J dans R définie par quel que soit x appartient à J, f de x donne x cube appartient à R. Démontrer la propriété suivante. Quel que soit x1, xo appartient à J, cela implique que valeur absolue de f de x1 moins f de x0 est inférieure ou égale à
27, valeur absolue de x1 moins xo. Finalement, on demande de déduire que f est continu en tout point de J. Ok, donc on déduit que f est continu en tout point de J. Ok, donc normalement, suivant les théories, les définitions et les propriétés mathématiques, nous allons faire de notre mieux pour trouver la bonne conclusion. Ok, donc, suivant les données de l'énoncé, dire que J est défini de cette façon, donc on peut dire que l'intervalle de valeur décrit par J, c'est moins 3 à 3. C'est un intervalle fermé, moins 3 à 3. Ok, maintenant, on donne d'autres informations, quel que soit x appartient à J, f de x est égal à x cube appartient à R. Donc, l'ensemble des valeurs prises par f, c'est un ensemble réel, c'est un ensemble de valeurs réelles. C'est ce que cela signifie. Ok, maintenant, on demande dans les données de démontrer la propriété suivante. Quel que soit x1, xo appartient à J, il faut prouver que la valeur absolue de f de x1 moins f de xo est inférieure ou égale à 27 valeur absolue de x1 moins x0. Ok? Eh bien, d'abord, ce qu'on va faire, on va rapidement écrire ce qu'on va faire. L'objectif, c'est de prouver que quel que soit x1, x0 appartient à J, cela implique que la valeur absolue de f de x1 moins f de x0 est inférieure ou égale à 27, valeur absolue de x1 moins x0. Ok, donc d'abord, je calcule f de x1 moins f de x0. Suivant les données, peu importe la valeur de x qu'on prend dans J, f de x donne x cube. Puisque x1 et x0 sont des éléments de J, donc f de x1 donne x1 au cube. f de x0 donne x0 au cube. Parce que x1 et x0 sont des éléments de J. Ok, maintenant, nous avons appris, et suivant la différence de deux cubes, lorsqu'on a a cube moins b cube, ça donne a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Et bien, suivant cette formule, j'écris x1 au cube moins x0 au cube comme étant x1 moins x0 facteur de x1 carré plus x1 x0 plus x0 au carré. Arrivé ici, puisqu'il s'agit de la valeur absolue d'une différence, je prends la valeur absolue ici des deux membres. Ok, c'est pourquoi on a ici cette relation en valeur absolue. Ok, on a appris la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Eh bien, c'est pourquoi je prends la valeur absolue de x1 moins x0 d'une part et ensuite la valeur absolue de cette partie. Ok, en regardant bien cette partie, on a la valeur absolue d'une somme. Donc, ce n'est pas la somme de deux termes, mais c'est de trois termes. Ok, donc, si l'on connaît la valeur absolue de a plus b, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de a plus valeur absolue de b. Eh bien, si on a un troisième terme, on n'a qu'à ajouter le troisième terme. Valeur absolue de a plus b plus c est inférieure ou égale à valeur absolue de a plus valeur absolue de b plus valeur absolue de c. Eh bien, c'est pour cela qu'on a valeur absolue de x1 au carré plus x1 x0 plus x0 au carré, ça donne valeur absolue du premier, plus c'est ça, et donc cette partie-là est inférieure ou égale à la valeur absolue du premier terme, plus la valeur absolue du second terme, plus la valeur absolue du troisième terme. Ok? Maintenant, suivant les données, on avait dit que x appartient à J, veut dire que x est entre moins 3 et 3. Donc, suivant les propriétés de la valeur absolue, on peut dire que la valeur absolue de x ici est inférieure ou égale à 3. Eh bien, si x1 est dans J, on peut dire que la valeur absolue de x1 est inférieure ou égale à 3. Ici, on avait une première relation, c'est cette relation-là que j'avais appelée la première relation. Et ici, on a une deuxième relation avec la valeur absolue de x1. Maintenant, j'élève les deux membres au carré, ok? Ça ne change pas l'ordre, ok? Parce que ce sont deux nombres positifs, et bien le carré est croissant sur R+, et bien donc normal, la fonction carré. Donc c'est pourquoi on a une valeur absolue de x1 au carré. Donc ici,
le carré, on peut mettre ça à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est encore la même chose. 3 au carré qui donne 9. Donc, on a une troisième relation. Valeur absolue de x1 au carré est inférieure ou égale à 9. OK? Donc, on continue. Donc, on a deux relations à partir de la valeur absolue de x1 et de x1 au carré, on trouve deux relations. Donc, nous allons travailler de la même façon pour xo. XO est aussi dans J. XO est dans J. La valeur absolue de XO est inférieure ou égale à 3. Quatrième relation. Donc, on élève les deux membres au carré comme précédemment. On trouve valeur absolue de XO au carré est inférieure ou égale à 9. Cinquième relation. OK, maintenant, la relation 2, c'était valeur absolue de X1 inférieure ou égale à 3. La relation 4, c'est valeur absolue de XO inférieure ou égale à 3. Donc, on multiplie membre à membre ces deux relations-là qui nous donnent valeur absolue de X1 par valeur absolue de XO inférieure ou égale à 3 par 3. Donc, on a appris la valeur absolue d'un produit, c'est le produit des valeurs absolues. Donc, on peut mettre ça de seul coup. C'est valeur absolue de X1, X0 est inférieure ou égale à 3 par 3 qui n'est autre que 9. Donc, on a une sixième relation. OK, maintenant, on ajoute membre à membre les relations 3, 6 et 5. La relation 3, c'était la valeur absolue de x1 au carré inférieure ou égale à 9. La relation 6, c'est valeur absolue de x1, x0 inférieure ou égale à 9. Et la relation 5, c'est la valeur absolue de x0 au carré inférieure ou égale à 9. Maintenant, en ajoutant membre à membre ces trois relations, on trouve cette relation-là, valeur absolue de x1 au carré, plus valeur absolue de x1, x0, plus valeur absolue de x0 au carré inférieur ou égal à 9, plus 9, plus 9. Et bien, par conséquent, on fait la somme, c'est 3 fois 9 qui donne 27. Donc, on peut dire inférieur ou égal à 27. OK, puisque auparavant, c'était à partir de la valeur absolue de x1 au carré plus x1, x0 plus x0 au carré qu'on avait trouvé cette relation-là, eh bien, on revient à la relation précédente. OK? Maintenant, on avait cette première relation-là et on a prouvé que cette partie-là est inférieure ou égale à 27. Eh bien, on a d'un seul coup 3 membres. Maintenant, par transitivité, on peut écrire directement valeur absolue de cette partie est inférieure ou égale à 27. OK, maintenant, pour conclure, on n'a qu'à multiplier les deux membres par valeur absolue de x1 x0, moins x0 parce que c'était x1 moins x0 qui se multipliait par cette partie-là pour donner la valeur absolue de f de x1 moins f de x0. Eh bien, puisque en valeur absolue, f de x1 moins x0 est toujours positif, eh bien, l'ordre de l'inégalité ne va pas être changé. OK? Puisqu'il y a ou égal, eh bien, même que cette valeur absolue soit nulle, eh bien, on n'aura aucun problème là-dessus. Eh bien, on multiplie les deux membres de cette inégalité par valeur absolue de x1 moins x0. Eh bien, on a appris que cette partie-là, suivant la relation et les relations pré-trouvées, on avait vu f2, valeur absolue de la relation 1. OK? Dans la relation 1, on a vu que valeur absolue de f de x1 moins f de x0 donnait valeur absolue de x1 moins x0 par valeur absolue de x1 au carré plus x1 x0 plus x0 au carré. Eh bien, puisque valeur absolue de f de x1 moins f de x0 donne cette partie-là ou cette expression-là, eh bien, je la remplace par sa valeur. Eh bien, par conséquent, pour tout x1, x0 dans J, valeur absolue de f de x1 moins f de x0 est inférieure ou égale à 27, valeur absolue de x1 moins x0. OK, maintenant, juste avant même de terminer avec l'exercice, l'objectif principal de l'exercice, c'était cette démonstration. Mais cependant, on a demandé avant même de terminer, de conclure que f, en déduire que f est continu en tout point de J. Eh bien, on peut faire
Et on peut faire une approche sur la définition que nous venons d'expliquer tout à l'heure. Ok, donc c'est sur la continuité uniforme. Ok, on a vu que si f est uniformément continu sur J, on doit avoir, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe au moins n de epsilon supérieur à 0, quel que soit x1, x0 appartient à J. Donc maintenant, il faut avoir quel que soit valeur absolue de x1, ok, x1 moins x0 inférieur à n de epsilon, il faut que cela implique que la valeur absolue de f de x1 moins f de x0 inférieure à epsilon. Et bien maintenant, dans cette définition, on a vu qu'il y a un cas. Le cas, c'est le nombre qui se multiplie ici par la valeur absolue de x1 moins x0. Donc ici, k donne 27. Et on a vu également qu'il y avait n de epsilon est égal à epsilon sur k. Puisque epsilon et k donne 27, eh bien, je déduis que n de epsilon donne epsilon sur 27. Ok, donc, directement, j'écris valeur absolue de x1 moins x0 est inférieure à n de epsilon. Cela implique que valeur absolue de x1 moins x0 est inférieure à epsilon sur 27. Je remplace n de epsilon par sa valeur. Et maintenant, je multiplie les deux membres par 27, puisque 27 est strictement positif. Ça ne change pas l'ordre de l'inégalité. Et bien maintenant, puisque valeur absolue de f de x1 moins f de x0 était inférieure ou égale à 27, eh bien, 27 valeur absolue de x1 moins x0, eh bien, je peux écrire ça directement ici. Ok, valeur absolue de f de x1 moins f de x0 inférieure ou égale à 27, valeur absolue de x1 moins x0 inférieure à epsilon. Et bien, par conséquent, je déduis que la valeur absolue de f de x1 moins f de x0 est inférieure à epsilon. Donc, puisque à partir de valeur absolue de x1 moins x0 inférieure à n de epsilon, je peux déduire que la valeur absolue de f de x1 moins f de x0 est inférieure à epsilon, et bien on peut dire que la fonction f est uniformément continue sur J. Et puisque f est uniformément continue sur J, eh bien f est continue en tout point de J. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.